Au cœur de la République de Tchouvaki se trouve la ville de Tchibokseri, où se situe l'usine VNIIR Progress, que la Russie utilise pour produire des composants électroniques essentiels pour ses drones et autres équipements. À des centaines de kilomètres de là, se trouve l'oblast de Voronej. Il y a un aérodrome qui abrite un stock de bombes planantes dévastatrices de la Russie, ainsi que certains de ses avions de chasse les plus précieux. 2 sites stratégiques pour Vladimir Poutine, un aérodrome russe et une usine vitale, sont maintenant en flammes, suite à une double attaque. Brûle, brûle, brûle. L'Ukraine vient de frapper la Russie très fort, avec un coup double. L'invasion brutale de Poutine aura de nombreuses conséquences à long terme. Commençons par l'usine. Le 5 juillet, Militani a rapporté que l'Ukraine avait lancé de nombreuses attaques de drones sur la République de Tchouvachy, avec une cible simple. L'usine VNIIR Progress, dans la ville de Tchboksori, qui était responsable de la fabrication d'une gamme de composants électroniques. Y compris les antennes Cometa Vital que la Russie intègre dans bon nombre de ses drones. L'usine, qui appartient au groupe ABS Electro Manufacturing, produit les antennes et les récepteurs du système mondial de navigation par satellite, GNNS, compatible avec les systèmes de navigation par satellite, tels que le Global Positioning System, GLONASS et Galileo russe, étaient les principales cibles ici, avec les antennes Cometa, qu'on examinera en détail plus tard. Mais ces antennes sont intégrées dans les drones Shahed russes, ainsi qu'utilisées dans les kits de guidage des bombes planantes avancées et dans les missiles balistiques Iskander-M russes. Les antennes Cometa protègent en ces armes contre le brouillage électronique ukrainien. Les attaques aériennes russes perdent en efficacité sans elles, mais ce n'est pas tout. Selon Militani, l'usine que l'Ukraine vient de frapper produit également des disjoncteurs, des modules sans contact et des relais, qui sont tous utilisés par la marine russe. Les sous-marins nucléaires de classe Yassinem. Poutine, qui patrouille les eaux du monde, a besoin de ces composants, ce qui pourrait signifier que l'Ukraine vient de causer de sérieux problèmes navals à la Russie. Ajouter des composants microélectroniques, du matériel informatique, ainsi que des solutions matérielles et logicielles pour la construction navale. Et la perte de l'usine VNIR est un coup dur pour Poutine, et la Russie ne peut pas nier que cela s'est produit. Comment le savons-nous ? Des images partagées sur la chaîne Telegram Astra montrent que les autorités de Tcheboksary ont déjà restreint l'accès à l'usine VNIR Progress alors qu'une opération de nettoyage est en cours. Selon Astra, suite à une attaque de drone, la police a fermé l'accès au site de Joint Stock Company VNIR Progress à Tcheboksary, comme le montrent des images de témoins. L'entreprise produit des antennes Cometa pour l'armée russe, qui protègent les drones des forces armées russes contre les systèmes de guerre électroniques ukrainiens. Après l'attaque du 9 juin, elle avait déjà suspendu ses activités. C'est un point intéressant. Le 5 juillet n'était pas la première fois que l'Ukraine frappait l'usine VNIR Progress. Elle avait aussi touché sévèrement l'usine un mois auparavant, ciblant des ateliers clés et stoppant les activités. La Russie a affirmé que la première attaque n'avait pas été efficace. Oleg Nikolaev, chef de la République de Tchouvachy, a affirmé aux journalistes que les défenses aériennes russes avaient abattu les drones de juin et que l'usine brûlait à cause des débris de drones qui l'avaient touché. La Russie propose souvent une explication que personne ne trouve crédible. Des incendies de l'ampleur de celui observé à l'usine VNIR ne se produisent pas simplement à cause de quelques débris ayant touché une installation. Ils se produisent encore parce que les drones ukrainiens ont frappé directement leur cible. Astra donne plus de détails dans sa publication sur Telegram, ajoutant « Comme l'a rapporté Astra, dans la matinée du 5 juillet, des drones ont attaqué la capitale de la République de Tchouvachy, Tchibokseri. Un incendie s'est déclaré dans la chaufferie à eau chaude Vuterm sur l'Apsarsky Pro-Use. La cause exacte est inconnue. Les autorités locales n'ont pas encore commenté l'attaque. Des images de la frappe ont également été partagées sur la chaîne YouTube Militani, avec l'autorisation d'Astra. Les 22 secondes de vidéo ne révèlent pas grand-chose, mis à part un bourdonnement ressemblant à des drones en arrière-plan au début. Mais il n'y a pas d'image claire des armes utilisées par l'Ukraine pour frapper l'usine VNIR Progress. La vidéo zoome ensuite, révélant ce qui semblait être des nuages au loin. La fumée s'élève-t-elle vraiment de l'usine russe ? Les drones avaient déjà frappé leur cible, et la VNIR Progress était en feu. C'était un coup dévastateur en 2 temps sur une usine russe clé. En juin, l'Ukraine a forcé cette usine à fermer temporairement, grâce à une frappe de drone dévastatrice contre certains de ses ateliers. Le 5 juillet, une autre frappe a potentiellement anéanti pour toujours les progrès de VNIR. L'Ukraine a porté plusieurs coups successifs à la Russie, pas seulement celui-ci. En plus de l'attaque contre l'usine, l'Ukraine a également dévasté un aérodrome clé dans l'oblast de Voronej, qui se trouve à plus de 1300 km de Tchbokseri. Selon Newsweek du 5 juillet, des drones ukrainiens ont directement frappé l'aérodrome de Boris-Iglebsk.
Selon Newsweek, cet aérodrome héberge un grand entrepôt qui sert d'unité de stockage pour des avions de chasse russes, des bombes planantes dévastatrices et d'autres équipements militaires de Poutine. Plus précisément, Poutine garde certains des avions de chasse les plus avancés de la Russie dans cette installation, notamment les Su-34, Su-35 et Su-30SM. Newsweek ajoute que les habitants de Voronej affirment que l'Ukraine a frappé l'aérodrome violemment le 5 juillet, provoquant jusqu'à 10 explosions à partir de 2 heures du matin. Les frappes ont été confirmées par le système d'information sur les incendies de la National Aeronautics and Space Administration, qui a signalé un incendie massif près de l'aérodrome, selon Astra. Selon Cable News Network, l'état-major général ukrainien a confirmé sur Facebook la frappe sur Boris-Glebsk, révélant de nouveaux détails sur l'attaque. L'état-major a indiqué que l'aérodrome abrite des avions d'entraînement, tels que les différents chasseurs Sukhoi mentionnés précédemment, ainsi que des bombes planantes et éventuellement d'autres appareils. Le Kiev indépendant a aussi rapporté la frappe. Il confirme, comme d'autres sources, que l'Ukraine visait un entrepôt sur l'aérodrome de Boris-Glebsk. Cependant, il ajoute que l'attaque de l'Ukraine aurait pu détruire au moins un avion d'entraînement et de combat russe, ainsi qu'un entrepôt pour les bombes planantes. Là, la Russie a peu commenté, se concentrant sur l'interception de drones, sans confirmer les dégâts causés par les frappes. Selon le Kiev indépendante, le ministère russe de la Défense a seulement déclaré avoir intercepté 42 drones ukrainiens lors d'une attaque de 3 heures de l'Ukraine sur les oblasts de Belgorod, Koursk et Bryansk. Selon le ministère, au moins 2 drones ont été abattus près de Saint-Pétersbourg, entraînant la fermeture de l'aéroport de Pulkovo à proximité. Selon le gouverneur, 3 drones ont été abattus au-dessus de l'oblast de Smolensk et plusieurs au-dessus de l'oblast de Voronej. Quant aux frappes directes, la Russie ne dit rien, et c'est habituel pour les réponses de la Russie aux attaques de drones de l'Ukraine. Elle se concentre sur ses réalisations, tout en attribuant les dégâts à des débris. La réalité antarctique est différente. Une usine vitale et un aérodrome russe clé sont maintenant en feu parce que les drones ukrainiens ont porté des frappes directes contre les deux lors d'une attaque aérienne dévastatrice qui a laissé la Russie sous le choc. Et cette attaque est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut prendre en compte la perte potentielle des antennes Cometa mentionnées précédemment. En mars, David Hambling, contributeur principal chez Forbes, a écrit au sujet de ces antennes en notant qu'elles jouent un rôle clé dans la course à la guerre électronique qui s'est engagée entre la Russie et l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Nous avons déjà évoqué ce que font ces antennes. Elles sont essentielles dans les systèmes de guidage que la Russie intègre à ses bombes planantes, drones et certains missiles. La Cometa est centrale dans la course aux armements, selon Hambling, qui évoque les drones Shahed russes et leurs bombes planantes. Il note que la Russie a lancé 1050 des premiers et 1300 des seconds contre l'Ukraine en une seule semaine, en février dernier. Selon Hambling, les deux armes utilisent le système de guidage par satellite russe Cometa. L'Ukraine a déployé de nombreux dispositifs de brouillage et de leurrage électronique pour dérouter ses armes de leurs cibles. La Russie a modernisé avec succès le système Cometa, augmentant le nombre d'éléments d'antenne jusqu'à 12 et plus pour contrer les brouilleurs. C'est là que réside le problème pour l'Ukraine, et la raison pour laquelle elle a visé l'usine VNIR Progress. Hambling ajoute que cette usine en particulier est la seule en Russie capable de fabriquer les antennes Cometa, qui ont été introduites en 2017, avec son argument de vente unique de filtrer les signaux de brouillage électronique. L'Ukraine utilise ces signaux pour perturber les systèmes de guidage intégrés aux armes aériennes que Poutine lance contre ses villes et ses infrastructures. Le même auteur donne également plus de détails sur le fonctionnement des antennes Cometa. Il dit qu'elles sont techniquement appelées antennes à diagramme de réception contrôlée, ou antennes à diagramme de réception contrôlée, et qu'elles utilisent plusieurs éléments d'antenne capables de combiner leurs signaux. L'amplification est possible grâce à cette conception, mais la Cometa a d'autres capacités. L'approche la plus évidente est l'amplification, c'est-à-dire additionner 2 signaux pour augmenter l'amplification, écrit Hambling. Mais cela peut aussi servir à la soustraction, en décalant la phase d'un signal combiné. Une antenne à diagramme de réception contrôlée peut sélectivement le supprimer de la sortie, l'éliminant efficacement. C'est le problème que l'Ukraine rencontre avec les armes équipées de Cometa. En somme, grâce à sa capacité de filtrage des signaux, Cometa rend les efforts de brouillage ukrainiens presque vains. Cometa a plusieurs éléments d'antenne, dont l'un peut être affecté par le brouillage ukrainien. Mais cela ne suffit pas à dévier une bombe ou un missile. Les autres éléments d'antenne intacts supplantent le signal corrompu capté par l'antenne isolée. L'Ukraine peut intervenir en le retirant de l'équation pour annuler l'effet du brouillage. Logiquement, cela signifie aussi que plus il y a d'éléments d'antenne intégrés dans la Cometa, moins les efforts de brouillage de l'Ukraine sont efficaces. Lorsque VNIR Progress a introduit la Cometa, elle possédait 4 éléments d'antenne. La Russie l'a améliorée depuis.
En avril, United 24 Media a rapporté que la Russie équipe désormais ses bombes planantes de Kometas, contenant 12 éléments ou canaux, ce qui les rend pratiquement imperméables aux efforts de brouillage de l'Ukraine. Plus d'éléments signifient une résistance accrue et une meilleure navigation satellitaire pour les armes aériennes russes. Le VNIIR Progress suit une logique claire, assaut et destruction de l'usine fabriquant les antennes pour anéantir l'ennemi. La capacité de la Russie à guider ses armes les plus terrifiantes était réduite. Moins de missiles, drones et bombes planantes atteignent leurs cibles en Ukraine. Cela signifie une pression réduite sur les défenses déjà sollicitées du pays. En parlant des bombes planantes, elles étaient une cible clé lors de l'autre attaque de l'Ukraine contre la base aérienne de Borysoglebsk. Les frappes sur les progrès VNIR et Borysoglebsk visaient respectivement à détruire les systèmes de guidage résistants au brouillage des bombes et à éliminer le plus grand nombre possible de ces armes. L'Ukraine doit le faire. La Russie l'a durement frappé avec des bombes planantes pendant une grande partie de la guerre. Les bombes planantes sont devenues célèbres durant la première moitié de 2024, quand Poutine les a massivement utilisées pour dévaster les villes et infrastructures ukrainiennes. En mai de cette année-là, la British Broadcasting Corporation en a parlé en donnant les informations essentielles. La Russie fabrique des bombes planantes en prenant des bombes classiques et en les équipant de kits spéciaux de guidage par Global Positioning System. Cela permet de larguer les bombes depuis l'arrière du front, avant qu'elles ne planent vers leur cible grâce à des ailes déployables spéciales. Ces bombes ne proviennent généralement de la série fragmentation aérienne de bombes autrefois dépourvues de guidage et larguées directement au-dessus de la cible depuis un avion. La Russie possède des milliers de ces bombes, fragmentation aérienne de bombes dont les plus lourdes pèsent environ 15 tonnes. Pour donner un contexte, un seul obus d'artillerie russe de 152 mm contient environ 65 kg de matière explosive. Une Fabé 1500 équipée d'un kit de guidage pèse un peu plus de 600 kg. C'est presque 93 fois le potentiel explosif d'un obus d'artillerie. Et la Russie bombarde l'Ukraine avec ses armes terrifiantes depuis bien plus d'un an. Rien qu'en mars 2024, la Russie a lancé 3000 bombes planantes sur l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. En janvier 2025, Reuters a rapporté que la Russie avait lancé 50 et 1000 bombes planantes sur l'Ukraine, depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion. En supposant que la Russie larguait ses bombes depuis le début de la guerre, cela représenterait environ 1400 bombes planantes mensuellement. Cependant, ce n'est pas exact. La Russie a développé les bombes planantes fin 2023 et en a lancé la plupart jusqu'en janvier. En frappant l'Ukraine en 2024, Reuters affirme que l'Ukraine a été touchée par 40 000 bombes planantes russes, rien qu'en 2024, ce qui représente un rythme mensuel d'environ 3300. Volodymyr Zelensky a rapporté cela vers mars 2024. Selon le centre médiatique de la crise ukrainienne, la Russie n'a pas ralenti ses attaques avec des bombes planantes le 3 avril. Selon Volodymyr Zelensky, au 1134e jour de la guerre, la Russie a lancé près de 50 bombes planantes sur la région de Soumy en Ukraine, en une seule journée. Cette région est ciblée parce qu'elle est essentielle à l'offensive d'été de la Russie. Frapper Soumy durement avec des bombes planantes. La Russie cherche à démolir les défenses de l'Ukraine pour permettre à ses troupes au sol de gagner du terrain. C'est une tactique qui a déjà fonctionné à maintes reprises pour Poutine. Selon Radio Free Europe fin avril, plusieurs villes et villages ukrainiens ont été réduits en carcasses bombardées de ce qu'ils étaient auparavant. Chazivyar, Touretsk, Vovchansk, Bakhmut, Marinka et bien d'autres portent tous les cicatrices des assauts aériens dévastateurs de Poutine. Le double coup porté par l'Ukraine le 5 juillet a eu un impact sérieux sur les bombes planantes de Poutine. Cela a détruit l'usine russe de fabrication des antennes Kometa intégrées dans ces bombes, ainsi qu'un stock de ces dernières. La Russie dispose encore de bombes planantes, mais leur précision pourrait désormais être réduite. Dans l'immédiat, la Russie ne pourra pas envoyer les avions de Borysoglebsk vers des aérodromes plus proches du front. Et ce n'est pas tout ce que l'Ukraine a accompli avec sa frappe sur Borysoglebsk. Nous avons mentionné plutôt que le Kiev indépendant a rapporté que l'Ukraine aurait peut-être détruit au moins un des avions d'entraînement sur l'aérodrome. C'est un autre problème pour Poutine, car la Russie manque rapidement de pilotes expérimentés, un fait dont le Kremlin ne veut pas parler. Cela permettrait à la Russie de dominer l'espace aérien ukrainien, un problème récurrent pour Poutine. Selon un rapport de Business Insider en avril 2023, une étude suggère que le manque de formation des pilotes russes, sur plusieurs années, pourrait expliquer les difficultés de la Russie à utiliser sa force aérienne pour dominer les airs en Ukraine au début du conflit. Une étude du Royal United Services Institute affirme cela. Peu de pilotes russes d'avions à voilure fixe avaient une formation ou une expérience significative pour le soutien aérien, rapproché à très basse altitude en espace aérien contesté.
car cela n'a jamais fait partie de leur principale tâche de formation avant l'invasion. Il est souligné qu'avant l'invasion de Poutine, la Russie n'avait pas suffisamment investi dans les capteurs, armements et formations sur lesquels les forces aériennes occidentales dépensent leur budget. C'est pourquoi tant de pilotes russes se faisaient abattre dans les premiers mois de l'invasion. Cette révélation explique la dépendance actuelle de Poutine envers les bombes planantes. Poutine ne peut pas envoyer ses avions en Ukraine car ses pilotes ne sont pas assez compétents. La situation ne s'est pas améliorée pour la Russie. La qualité des pilotes du pays diminue depuis le début de la guerre. La destruction d'avions russes implique souvent la mort ou la capture de pilotes expérimentés, réduisant ainsi les effectifs de l'armée de l'air russe. Des pilotes novices, capables seulement de décoller, planer et larguer des bombes planantes sur l'Ukraine. Poutine pourrait désormais avoir du mal à former autant de pilotes, car au moins un des avions d'entraînement russes a été détruit, la frappe Boris-Glevsk. Les frappes à longue portée de l'Ukraine ne neutralisent pas seulement les capacités offensives de la Russie, mais infligent aussi des dégâts durables à la force aérienne de Poutine. Un ralentissement de la formation des pilotes a le même effet que les frappes contre la production et le stockage des bombes planantes russes, Kometa. Le double coup ukrainien du 5 juillet a réduit le nombre de bombes lancées sur les villes ukrainiennes, en plus d'autres accomplissements. L'Ukraine fait cela depuis 2024. L'Ukraine a utilisé des attaques de drones à longue portée pour saper les capacités de frappe de la Russie en portant la guerre sur son territoire durant la seconde moitié de 2024 et jusqu'en 2025. L'idée, selon Espresso Global, est double. D'affaiblir la capacité à long terme de la Russie à faire la guerre contre l'Ukraine, tout en sapant la perception mondiale de la Russie comme une puissance militaire. Nous avons déjà vu cela à maintes reprises. L'opération Toile d'araignée de l'Ukraine en est un excellent exemple, ayant détruit plusieurs bombardiers russes capables de transporter des armes nucléaires et de lancer des bombes et des missiles sur l'Ukraine. Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie ukrainienne globale visant à affaiblir graduellement la capacité militaire de la Russie, comme nous l'avons constaté le 5 juillet quête, la destruction des Kometa, des bombes planantes et des avions d'entraînement a nui à l'armée russe. L'Ukraine attaque la Russie, limitant ainsi la capacité de cette dernière à intensifier la guerre en Ukraine. Selon le Conseil des Relations étrangères, les frappes à longue portée de l'Ukraine mettent en évidence l'échec des efforts de Vladimir Poutine pour moderniser l'armée russe. L'armée russe reflète la société russe, hiérarchie stricte, discipline imposée et corruption. La guerre en Ukraine montre que le programme de Vladimir Poutine visant à moderniser son armée sur 10 ans s'avère inutile. Malgré les réformes organisationnelles, les nouveaux équipements et l'amélioration de la formation, rien n'a fonctionné. Les Russes ont échoué sur tous les fronts, affirme le Conseil. Un autre problème pour Poutine. Il veut que le monde voie la Russie comme un monolithe militaire, et c'est exactement ce qu'il a ironiquement fait. Un monolithe est défini comme toute structure politique que l'on croit indivisible, c'est ce que Poutine veut que le monde voie. Cependant, les monolithes sont lents à évoluer. Incapables de s'adapter aux changements de la guerre, ils deviennent obsolètes. C'est ce que nous voyons actuellement dans de nombreux domaines de l'armée russe. La dépendance du pays à l'égard d'un équipement obsolète, combinée à l'incapacité de Poutine à moderniser, a fait du monolithe une source d'humiliation à maintes reprises. Pour Poutine, le 5 juillet ne fait qu'aggraver cette humiliation. L'Ukraine a mis la Russie sur la défensive avec un double coup, alors que cette dernière perd des armes et composants clés. Attendez-vous à voir plus d'attaques à longue portée de ce type à l'avenir. L'Ukraine cible les usines et aérodromes russes. Si elle en frappe suffisamment, elle pourrait bien avoir trouvé une voie vers la victoire contre les forces maraudeuses de Poutine. Pendant que tout cela se déroule, Poutine commence à manquer de fonds pour compenser les pertes militaires russes. La Banque centrale de Russie supplie Poutine de mettre fin à sa guerre, alors que l'économie du pays est au bord de l'effondrement total. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour suivre les dernières actualités sur la guerre en Ukraine.